ensemble. Dans vos propos et dans les propos également de M. Salifou, la question des données est revenue. En tout cas, c'est une question essentielle de l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle se nourrit avant tout des données. Cette question, je vais la poser donc à M. Sedina Moussandia, pour qu'il puisse nous parler des enjeux qui sont liés aux données et peut-être nous expliquer ce qu'on entend par données, parce que c'est un terme qu'on utilise souvent sans réellement la saisir. C'est quoi, qu'est-ce qu'une donnée, quels sont les enjeux qui sont liés à ces données, comment on peut faire pour que ça soit une richesse, et pourquoi dit-on que les données, c'est le pétrole du XXIe siècle. Bonjour Alain, merci, merci pour l'invitation qui nous permet de partager certaines idées. Et j'en profite pour saluer les autres panélistes ainsi que le public, donc le public à Brazzaville et le public en ligne. Pour la question en fait concernant les données, donc j'aimerais en fait contextualiser un peu cette question-là qui, comme vous le savez, on se trouve actuellement dans ce qu'on appelle l'économie de la connaissance, donc qui de façon plus globale en fait, avec Schwab du Forum économique mondial, a conceptualisé le concept en fait de la quatrième révolution industrielle qui est basée beaucoup sur l'utilisation de ces données-là et donc qui intègre en fait plusieurs technologies qui permettent en fait, qui sont de plus en plus utilisées et qui permettent de générer beaucoup de données avec tout ce qui est Internet des objets, tout ce qui est big data, etc., etc. Donc tout ce qui tourne autour de l'utilisation de ces données-là, de l'utilisation de ces technologies de façon convergente. Donc un mix en fait entre ces différentes technologies-là permettent d'utiliser beaucoup de données à travers notamment l'intelligence artificielle et donc qui permet d'améliorer la vie, donc d'améliorer aussi bien l'humain, d'améliorer tous les processus de l'humanité. Et donc c'est dans ce contexte-là en fait qu'il est important pour l'Afrique notamment d'avoir une vraie conscience de l'intérêt de gérer ces données. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on génère beaucoup de données au quotidien dans tout ce qu'on fait. Donc, si on utilise son ordinateur, on est en train de générer de la donnée. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les transactions génèrent de la donnée. C'est-à-dire que dès qu'on ouvre son ordinateur, le fait de cliquer, c'est une donnée qui est générée, c'est le temps d'ouverture, le temps qu'on a passé sur telle ou telle page, etc., etc. Pardon. Donc, tout ça, en fait, c'est de la donnée. Et donc, on génère des données également dans toutes nos applications, donc que ce soit des applications de gestion, etc. Donc, toutes les transactions qui sont faites au quotidien sur nos ordinateurs, sur nos téléphones, génèrent beaucoup de données. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'en Afrique, le plus souvent, on génère beaucoup de données sans le savoir, sans le gérer. Et donc, ce sont beaucoup de données qui sont perdues. Si on va au niveau de l'état civil et que l'état civil, on fait une requête pour avoir ses papiers, le système qui se trouve en face génère de la donnée, mais pas nécessairement un stockage de données. C'est-à-dire que ces données générées en Afrique ne sont souvent pas stockées et traitées après. Et donc, c'est de la donnée perdue. Donc, on génère beaucoup de données perdues et donc, on perd beaucoup de richesses parce que ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces données-là, c'est de la richesse dans ce contexte-là que je rappelais tout à l'heure, qui est le contexte de la quatrième révolution industrielle. Donc, les enjeux pour nous, c'est de susciter chez les gestionnaires d'applications, chez les créateurs d'applications, cette nécessité-là de gérer ces données-là. Donc, cette gestion-là se fait de 2 niveaux ou même de 3 niveaux. Hein.
d'abord, en créant ces applications, il faut créer le dispositif qui permet de conserver en fait toutes ces données gérées, toutes ces transactions-là, ce qui n'est pas toujours le cas. L'autre élément, c'est que quand toutes ces données-là sont gérées, il nous faut avoir les moyens de stocker ces différentes données-là. Donc, avoir beaucoup de data centers, avoir des dispositifs qui permettent quoi, de gérer ça, et d'avoir aussi l'infrastructure qui permet d'exploiter en fait quoi, ces données-là. On en reparlera, mais des infrastructures comme les supercalculateurs nous permettent de gérer une grande masse de données. Et le troisième aspect, c'est à partir de toute cette exploitation-là, utiliser ces connaissances qui vont être générées en exploitant quoi, ces données-là pour avoir des décisions qui soient éclairées et qui soient basées en fait sur une connaissance bien précise. Merci beaucoup de toutes les façons. C'est la première session. Je pense que nous aurons l'occasion d'organiser d'autres sessions un petit peu plus tard. Et j'ai annoncé au départ que ces sessions sont un prélude donc, au colloque que nous organisons du 17 au 18 juin, donc très bientôt à Bordeaux, qui sera hybride, donc à la fois du présentiel et du virtuel. Et donc, nous continuerons également à évoquer donc toutes ces questions. C'est vrai que le temps passe très vite. Je vois une question de monsieur, qui est adressée à M. Sedina. Donc, la question, c'est de savoir quel est le rôle du supercalculateur en fait, dans le cadre du développement et de la recherche. Ça rejoint aussi à la question que je voulais poser pour savoir qu'est-ce que vous faites réellement avec le supercalculateur que vous avez à Dakar, mais peut-être répondre en 2 minutes au maximum, quoi, très, très succinct. D'accord, merci Alain. Donc rapidement, donc je rappelle un peu ce que c'est qu'un supercalculateur. Donc c'est une grosse machine qui permet de faire, qui a une puissance de calcul très grande, donc énorme. On parle de l'ordre du pétaflop, donc milliard de calculs par seconde, ou de l'hexaflop, en fait, qui est 1 milliard milliards de calculs par seconde. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que de plus en plus dans les processus industriels et dans l'économie, on utilise la simulation numérique. Donc, la simulation numérique, pour faire ça, il nous faut des ordinateurs très, très, très puissants. Et donc, de plus en plus, depuis une vingtaine d'années, on a vu de plus en plus une course, en fait, vers la puissance de calcul la plus importante. Et donc, le supercalculateur donc, va nous permettre d'avoir beaucoup de simulations, par exemple, de modéliser des maladies infectieuses, mais par exemple, le virus Ebola ou autre, quoi, mais comment ça se comporte, etc., mais pour trouver des solutions. On peut l'utiliser en fait dans tout ce qui est modélisation de l'environnement. Par exemple, nous, au Sénégal, il y a les projets sur la modélisation de l'environnement marin du Sénégal, donc voir les différents modèles. On peut l'utiliser dans le séquençage, dans l'analyse du génome humain. Donc, dans tous les process en fait qui nécessitent beaucoup de simulation et de modélisation. Donc, l'un des projets phares au Sénégal, c'est la maîtrise en fait de la filière risicole. Et donc, on a différents chercheurs qui travaillent sur ça pour avoir des modèles de croissance du riz. Et donc, ça, c'est en utilisant quoi, le supercalculateur pour calculer différentes choses, en utilisant le climat, le sol, etc. On l'utilise aussi pour lancer des applications d'intelligence artificielle pour automatiquement détecter des parcelles de riz, mais pour prévoir aussi des rendements de riz, donc en utilisant des modèles d'intelligence artificielle. Donc voilà quelques exemples en fait qui permettent
de savoir un peu plus comment utiliser un supercalculateur. Merci bien. Voilà, la parole circule. Oui, je vais y aller. C'est à Monsieur Ndiaye. Oui. Donc, merci Alain. Donc, oui, moi, je vais prendre comme question à répondre les conseils aussi vers les jeunes, quoi. C'est-à-dire que par rapport au métier que ça peut faire disparaître, en fait, toute révolution, en fait, amène à une disparition de métiers et à une création, quoi, de métiers, comme vient de le dire, quoi, Mema. Et donc, ça, c'est pas trop un problème. Mieux vaut se concentrer sur les aspects positifs quand les aspects négatifs ne sont pas gérables. C'est-à-dire que la disparition des métiers, personne n'y peut rien. Donc, autant se concentrer, en fait, et se focaliser sur les nouveaux métiers. Et donc, ce que je conseillerais aux jeunes, c'est d'apprendre beaucoup la science, d'apprendre les mathématiques, parce que c'est la base, en fait, quoi, de l'IA. Et donc, de n'avoir pas peur de créer ces algos, de découvrir tous les algos de base, quoi, qui existent. Ils ne sont pas compliqués. C'est vrai que c'est beaucoup de mathématiques, mais il faut ne pas avoir peur des mathématiques et essayer de comprendre comment l'IA marche et de mettre la main à la pâte. Donc, il faut coder, essayer de tester tous les codes classiques quoi, qui existent, apprentissage supervisé, non supervisé, reinforcement learning, tout ce qui est machine learning, essayer d'y aller à fond. C'est pas si compliqué que ça. Essayer de maîtriser l'IA, parce que si on ne maîtrise pas l'IA, nous, Africains, on sera obligé de consommer l'IA des autres, et l'IA des autres peut ne pas être l'IA qui nous arrange. Parce que quand on crée des algorithmes, malheureusement, on intègre aussi nos croyances dans ces algorithmes-là. Et donc, essayons, nous, Africains, de développer nos propres systèmes quoi, médias. Et donc, allez-y à fond et essayez de maîtriser cette technologie qui n'est pas si compliquée que ça. Voilà. Merci Alain pour cette opportunité également et merci à tous.